Bienvenue sur le podcast Bro Working. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Bon bah ça fait une semaine que j'ai arrêté le café et donc qu'est-ce que je fais? Ça fait une semaine que j'ai arrêté le café et donc je suis toujours au thé noir là, hein, tu sais. Donc ça fonctionne bien, hein. C'est pas aussi fort évidemment, mais ça fait le taf. Ça fait le taf. Salut François, comment tu vas? Salut Kevin, ça va? T'as pu venir? J'ai pu venir, j'ai pu me libérer effectivement, un petit créneau, hein, les semaines sont de plus en plus chargées. Ah bah oui. Parce qu'il y a de plus en plus de boulot et c'est en partie grâce à toi, donc merci. Tu as sorti le Marcel aujourd'hui, plaisir. tu as sorti le Marcel. Alors, c'est-à-dire c'était soit le Marcel, soit le ventilo. Étant donné que mon ventilo il est pas tout neuf, si tu veux, si tu veux pas avoir un bruit de tank tout le long du podcast, déjà que le précédent j'ai cassé les couilles à tout le monde avec ma tasse, là je me suis dit tranquille sur le bruit. Et oui effectivement, je suis plus allégé, j'espère que vous appréciez. En tout cas, bonjour à tous. Bonjour à vous Bonjour la France. qui écoutez ce podcast. Moi je suis pas en forme, donc en fait je vais dire que de la merde je pense pendant une heure. Je vais faire que des blagues. Toi tu vas parler sérieusement et puis moi je vais faire que des blagues. Mec, il n'y a aucun problème. De toute façon, c'est ton podcast, donc tu fais ce que tu veux en fait. Mais j'avoue, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut en fait. Donc on va faire une heure de blague. Bah, écoute, ok, une heure de blague. Alors s'il te plaît, est-ce qu'on peut parler d'un sujet d'actualité là? Le nazisme. Non, on n'en a pas encore parlé ensemble, mais la tentative d'assassinat de l'ancien président des États-Unis, ouais. Donald Trump. Donc petite chose avant, j'aimerais juste dire que c'est pas passé loin quoi. C'est vraiment pas passé loin quoi. Si on en croit les edits que j'ai vus là sur internet récemment, le mec en fait, au moment où il tourne la tête, la balle passe et transperce son oreille quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, s'il n'avait pas tourné la tête, ce con, il se le serait pris en pleine carafe. Ouais, parce que t'en as qui disent que c'est peut-être une machination à coup monté, mais c'est impossible. Enfin, tu peux pas. Enfin, c'est toi qui as fait l'armée, je veux dire, même si tu l'as fait sur Call of Duty, c'est impossible de. Non, c'est impossible, c'est vraiment impossible. Tu es d'accord avec moi de viser à ce point-là. Enfin, c'est impossible que ce soit une simulation, quoi. Ou alors c'est du faux sang, et là on part vraiment dans des trucs de fou, quoi. Non, mais attends, mais c'est surtout qu'il y a 2 morts. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, oui, mais bon, oui, d'accord, ok. Il y a un mort dans le public, l'autre il est crevé pour de vrai. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc après oui, si tu veux... Ah non. Mais il y a un autre... Non, pour moi, oui, non, pour moi il a failli se faire buter. De toute façon, je trouve ça étonnant qu'il ait pas failli avant déjà se faire buter, quoi. Tous les présidents américains ont déjà failli se faire buter. C'est une récurrence. Bah, je suis choqué, moi, de l'incompétence des services secrets, en fait. Je comprends pas. Normalement... en plus, il y a même des mecs dans le public qui ont déjà vu le tireur, qui ont alerté les autorités. Apparemment, c'est aberrant. Franchement, pour un ancien président des États-Unis... C'est drôle que tu me dis ça, parce que je suis tombé sur une vidéo. Alors, c'est un expert balistique, c'est Nelson Montfort, qui... non, je te jure. Sérieux? Non, en gros, il fait une interview sur les JO, c'est dans Légende, je crois. Et j'ai vu passer un extrait, un Reels du truc. Et il dit, le mec de Légende lui demande, mais tu penses vraiment que ça craint pour les JO, qu'il va y avoir des attentats et tout? Et t'as Nelson qui répond, de toute façon, je crois que si quelqu'un veut vraiment rentrer avec une arme quelque part et tuer, n'importe qui peut le faire. Enfin, tu vois, en gros, il te dit, il a pas tort. S'il y a une foule de milliers de personnes, tu peux forcément faire passer un truc, quoi. Oui, bah ouais. Le risque zéro n'existe pas. Ouais. Enfin bon, là... Il n'y avait qu'un seul endroit à vérifier, en fait, putain. Ouais. Il y avait un seul endroit à vérifier, c'était le putain de toit qui était en face de Trump. Il n'y avait qu'un toit, c'est pas comme s'ils étaient en ville. J'ai l'impression qu'ils étaient plutôt dans une zone dégagée. Il n'y avait qu'un point haut. Et ça, en tant qu'ancien militaire, on le sait.
pendant les phases d'observation, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde où peut provenir le danger. Là, typiquement, le danger peut provenir d'un point haut, et il y avait un putain de toit avec une putain d'échelle, mec. Non, mais... le seul endroit où peut y avoir un tireur, c'était là, et les mecs, ils ont pas checké avant. C'était quoi? C'était un meeting organisé, je veux dire, ou c'était improvisé, ou c'était organisé à l'avance? Enfin, j'ai pas vu en fait. Est-ce que c'était... Franchement, je sais pas du tout, mais tu sais, c'est à l'américaine, donc j'ai vu qu'ils s'étaient servi de transpalettes géants pour en fait monter des enceintes, etc. Enfin, c'est vraiment un truc. Un truc champêtre un peu. Ça m'avait pas l'air. Ouais, c'est un truc de campagnard un peu, je pense. Il faisait son truc chez les rednecks. En vrai, j'ai aucune info concrète là sur l'endroit et les motifs de ce meeting, mais il fait campagne quoi. Il fait campagne. Bah là maintenant il va jouer là-dessus en plus, je pense. Donc, mais il a raison. Mais de toute façon, ouais. Alors il y a un truc que j'ai vu aussi pour démonter un peu la théorie complotiste du faux attentat, c'est que de toute façon il domine déjà les sondages apparemment. Tout le monde veut faire partir Biden. Même les médias gauchos, là, ils en veulent plus de Biden. Donc je sais pas qui se présente en face, mais apparemment... C'est vrai que je crois que c'est même le Times, qui est plutôt démocrate, a critiqué Biden et tout, en disant qu'il était sénile, etc. Ouais, non, c'est compliqué. Je suis pas trop, je suis de très très loin. Mais ouais, après, les sondages, on sait jamais, quoi. Parce qu'en France, souvent, les sondages indiquent un truc, et puis finalement, aux élections, ça se passe complètement différemment. Donc je sais pas quoi en penser, ouais. C'est quand les élections? C'est bientôt, là? C'est fin d'année, non? Je sais pas. Ouais, c'est 2024, donc... Ouais, c'est 2024, donc ça doit être fin d'année, ouais, c'est ça. Ouais. Je vais regarder la date exacte, mais... Ok, ben, ouais. Mais il y a pas mal de présidents américains qui ont failli se faire buter comme ça. Je crois que c'est Roosevelt... Attends, si je dis pas de conneries, je crois que c'est Roosevelt qui a fini un discours avec... il s'est pris une balle dans le cœur, sauf que il avait son discours de 50 pages, plus son étui à lunettes, et en gros, la balle a été stoppée. Et donc le mec, il a continué 1h30 de discours derrière en disant « Regardez, je me suis fait tirer dessus, mais je continue ». Et puis derrière, bien sûr, il s'est fait hospitaliser, je crois. Mais attends, je vais vérifier, mais je crois que c'était... il s'est fait réélire, du coup, ou pas? Et non, il s'est pas fait réélire. Par contre, il avait fait un exploit, c'est qu'il avait réussi à battre les Républicains, alors que... en fait, normalement, tu sais, aux États-Unis, c'est très bipartite, donc tu as les démocrates, les républicains, et lui, il avait réussi à créer une troisième voie, et il avait dépassé les républicains, quand même, donc... Il avait quand même fait un bel exploit, il s'était pas fait réélire. Ouais, c'est ça, c'est Roosevelt, le 14 octobre 1912, ouais. C'est ça. Je vais essayer de faire un peu de fact-checking. Il y a des présidents français aussi. Ah ouais? De Gaulle. De Gaulle, il a failli se faire tirer dessus? Enfin, il s'est fait tirer dessus? Ouais. Ah ouais? Il s'est fait tirer dessus. Ah putain, je sais pas. Un attentat, tu sais, à l'issue de la guerre d'Algérie, je crois. Ouais, peut-être. Bah, de toute façon... Après, pour combien il y a d'attentats déjoués par an, je pense que ça doit être énorme. Je pense, contre les présidents, globalement, tu sais. Il faudrait voir combien les services secrets... Le 5 novembre 2024, les élections américaines. Ouais. C'est intéressant de relever ce qu'a dit Conor McGregor sur le... Trop bien ce que tu m'as envoyé. Ouais, il a dit, regardez, ce mec, il est millionnaire, s'il veut, il est avec un cocktail, les pieds dans l'eau. Et voilà comment il s'expose pour l'amour de son pays, etc. Et c'est vrai, au final. Au final, le mec, s'il veut, là, c'est farniente jusqu'à la fin de ses jours. Et en fait, pour l'amour de son pays, il va, pour ses convictions et lutter contre ce qu'il croit être une arnaque et un complot presque, le mec, il s'expose. C'est beau. Ouais, bah ouais, c'est ça, il devrait être avec un mojito sur un de ses bateaux, machin, et le mec il prend des risques pour son pays. Bah moi, c'est l'épisode là où on a parlé des élections législatives, où je disais ça manque de CV, mais en même temps, quand t'as un CV, c'est ce qu'on disait aussi, est-ce que t'as vraiment envie d'aller en politique? Tu risques ta vie, quoi, tu risques ta réputation, ta vie, celle de ta famille, de tes proches, parce que ça rigole pas la politique, donc ouais. C'est compliqué, c'est pas facile, quoi. C'est vrai que ça donne pas envie de t'engager, quoi. C'est clair. Mais là, je me mets à la place du mec qui a tiré, tu vois, il avait quoi, à la vingtaine, je crois. Et ouais, le mec, il s'est dit, tiens, je vais prendre un AR-15
et je vais aller shooter sur Trump. Je comprends pas, c'est chaud quand même, je vais aller shooter sur... Bah après, t'as toujours les deux options, c'est un tireur isolé, un fou, enfin pas un fou, mais un mec un peu déséquilibré, quoi, enfin complètement déséquilibré du coup. Soit, il est forcément déséquilibré. Il est forcément déséquilibré. Soit c'est un mec commandité par un autre truc, quoi, qui fait partie d'une... C'est un peu l'abruti de service qui va faire ça pour le compte de telle ou telle entité, quoi. Après, ça, tu sauras jamais, quoi. Ah, l'idiot utile. Ouais. Ouais, complètement. Parce que très clairement, quand tu prépares un truc comme ça, tu sais que tu vas crever derrière. C'est presque un... Comment dirais-je, un kamikaze. Un kamikaze, ouais, grave. Bah oui, c'est clair. En vrai, tu sais que derrière il y a la sécurité, il y a des snipers partout. C'est obligé, si tu finis pas en tôle, tu crèves. Donc le mec, en fait, il s'est dit, il y a un truc derrière. Soit on menaçait sa famille de mort ou un truc comme ça. Ouais, c'est clair. Le tireur de Kennedy, le mec qui a tiré sur Kennedy, il est pas mort sur le coup. Mais je crois qu'après, après derrière, ils ont chopé un mec. Après, il y en a qui disent que c'est pas lui le tireur, mais bref. Ils ont chopé un mec, le mec s'est fait buter. Il était entouré de 2 policiers et tout, et t'as un mec qui est venu le buter comme ça dans la rue, pendant qu'il se faisait transférer d'une prison à l'autre, je crois. Donc, de toute façon, s'il se fait pas buter sur le coup, le mec, je pense qu'il se fait buter soit en prison, soit quelque part ailleurs, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'on peut discuter de la libre circulation des armes dans ce pays. D'ailleurs, je crois que Trump est favorable au port d'armes. C'est vrai que, après, comme disait Montfort, si tu veux une arme, tu l'as, au final. C'est génial comme force, Nelson Montfort. J'ai jamais commandé d'armes sur Internet, tu vois, mais j'imagine que sur le dark web... Tu dois pouvoir trouver ce genre de choses. Anecdote, tu sais, mon cousin qui fait de l'IMO à Saint-Etienne, là, il avait pas de loyer depuis 6 mois. Et il y a un moment où il se dit, merde, ça fait 6 mois que j'ai pas de nouvelles, ou 12 mois même, tu vois, enfin ça faisait vraiment super longtemps. Et il défonce, c'est fini par... Enfin non, je sais même pas s'il défonce la porte de l'appart, parce que du coup, je pense qu'il avait un double des clés. Et tu sais, il tape d'abord, il voit qu'il n'y a personne, il rentre, ça sent, tu sais, ça pue, t'as des rats par terre et tout, donc vraiment l'appart inhabité depuis des mois, avec encore des mégots de clopes, de la bouffe partout, enfin le frigo immonde, tu sais, enfin vraiment la scène d'horreur, quoi. Et en fait, c'était un mec qui venait de Guyane, je crois, et qui était militaire en Guyane, en fait. Et en fait, il a laissé un sac entier avec je crois, 10 armes, mais des armes de ouf, tu vois. Et je crois que du coup mon cousin allait les rendre à la police, mais en gros tu vois, imagine mon cousin il avait voulu les garder ou les revendre, tu vois. Ah oui. Donc je pense que t'as quand même des fuites d'armes. Puis de toute façon même tu vois, je crois que un des plus gros pays trafiquants d'armes c'est en l'Ukraine, hein, mine de rien. C'est pour ça que ça a fait un peu chier les gens que l'Europe livre des armes à l'Ukraine, parce que je crois que je vais tout fact-checker parce que je peux pas dire trop de conneries, mais... Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont gueulé quand on a dit qu'on livrait des armes à l'Ukraine, parce qu'ils ont dit mais putain c'est des armes qui vont se retrouver sur le marché sur le marché européen, ouais. Et donc in fine possiblement en France. Et puis on voit que apparemment dans les quartiers à Marseille il y a des fusils d'assaut soviétiques. Ouais, donc je pense que finalement... Comment il s'appelle le très bon film Tu sais, il y a le très bon film sur le trafic d'armes avec... Nicolas Cage. Ouais, mais lui je l'aime pas. Moi non plus, mais ce film-là je l'ai kiffé. Ah okay. Je déteste ce mec. Ah, il est insupportable. Faudrait que je le regarde. Moi non plus, je sais pas pourquoi... Il surjoue, quoi. Il a une tête, Lord of War. Ouais, Lord of War, il est vraiment bien ce film. Lord of War. Ouais. Bah, tu sais quoi, je le regarderai alors. De toute façon, les pays de l'Est, trafic d'armes, pays de l'Est, c'est classique, hein, j'ai envie de te dire. Après, tu sais que je me dis que dans notre pays d'alcoolo et de drogués, là, si on commence à mettre le port d'armes, frère, c'est la fin. Oui, alors tu lançais le débat là-dessus, ouais. Les États-Unis, après, chez eux, c'est culturel, quoi, donc... ouais. Chez eux, c'est culturel, après. C'est le peu de culture qu'ils ont, oui, effectivement, ça fait partie de leur culture, effectivement. Mais nous, si tu regardes, finalement, on avait des armes jusqu'à assez tard, je crois, sous l'Ancien Régime ou des choses comme ça. Bon, après, je suis pas sûr, donc pareil, faudrait... je suis fact-checker aujourd'hui.
Il y a eu le port d'armes à un moment en France, t'avais le droit d'avoir des armes chez toi? Parce que t'as le droit, pour vraiment faire le truc exact, là aujourd'hui t'as le droit d'avoir des armes si t'as le permis de tir, et t'as le droit d'avoir une arme si t'as le permis de tir et que elle est dans un coffre et que tu la stockes dans un endroit sécurisé. T'as le droit d'avoir un fusil de chasse chez toi si t'es chasseur, mais tu dois chaque année renouveler soit le permis de chasse, soit le permis de tir. Par contre la question c'est est-ce que t'avais le droit un jour de porter une arme sur toi en France comme ça sans déclaration, sans rien du tout, ça... ouais, je sais pas. Donc le port d'armes en France a été progressivement restreint et réglementé au fil des siècles apparemment. Okay. Donc ouais, ça a dû être très progressivement une... Parce que je sais que moi, par exemple, tu vois, mon grand-père, il a gardé un gun de la guerre d'Algérie. Je pense qu'en fait, tous les mecs qui ont fait la guerre, ils ont gardé des trucs. Ne serait-ce que par acquis de conscience, je pense, au cas où ça recommence. Je pense que les mecs, ils gardent... Après, tu peux pas... Quand t'es militaire, tu peux pas non plus... Enfin, c'est pas la fête. Ton arme, tu dois la réintégrer. Ou alors, peut-être, je sais pas, ça a changé, mais... Bah, aujourd'hui, peut-être que c'est plus strict qu'à l'époque, ouais. Ah bah, aujourd'hui, c'est impossible de garder un FAMAS, ou même un HK. Tu peux pas garder d'armes chez toi. Tu peux pas la ramener chez toi, l'arme. Il y a des armuriers... Peut-être que quand il était en Algérie, il s'est démerdé pour avoir un gun à lui, tu vois. Parce que du coup... Oui, choper un gun à quelqu'un d'autre, voilà. Oui, c'est vrai, effectivement, là, tu sors des registres. Je pense que globalement, pendant les guerres, ça doit être un peu le bordel sur les armes. Je pense que ça doit trafiquer sévère. 1903, arme de poing défendue, apparemment. Arme de poing? Ok. Ouais. Ouais, t'as pas le droit de te trimballer avec une machette dans la rue, quoi. La loi du 8 avril 1903 introduit des restrictions sur le port d'armes dissimulées, rendant obligatoire une autorisation préfectorale pour les armes de poing. Bah, tu sais que j'ai une anecdote très drôle là-dessus aussi, c'est à la fin de mes études, donc on devait partir en Martinique avec ma femme actuelle pour... elle avait un stage de fin d'études à faire de 6 mois, tu sais, et moi je devais monter ma boîte en Martinique du coup. Et on est parti vivre 6 mois en Martinique. Alors je sais plus si c'est à l'aller ou au retour. Je crois qu'à l'aller, je prends un coup de poing. Enfin, à l'époque, j'avais un coup de poing américain chez moi. Je m'étais dit, bon, si un jour on se fait agresser à la maison et tout, je serais content de l'avoir. Et là, je me dis, bon, bah, tu pars 6 mois, tu connais pas. Pareil, j'aimerais bien avoir un truc chez moi. Donc, je me dis, tu vas prendre ton coup de poing américain avec toi. Et je le prends donc, je le mets dans la soute à bagages à l'aller. Et au retour, je sais pas pourquoi, j'ai zappé de le mettre dans la soute à bagages. Je le mets dans mon bagage à main à emmener dans la cabine de l'avion. Mais heureusement, ouais. Et ben, du coup, je le balance le sac sur le rail, tu sais, pour que ça parte. Je sais pas comment on appelle ça, c'est un scanner, une radio, je sais pas comment ça s'appelle, bref. Le truc pour analyser les bagages, quoi. Et puis d'un coup, il y a un mec qui me fait signe, qui me dit de venir, c'est à vous ce sac? Je fais oui. Et là, il monte la photo, et tu vois la photo de ma. Et on l'a encore, Marine l'a pris avec son téléphone portable, elle a pris la photo. Tu vois ma valise, du coup. Qui est passé au scanner au rayon X là, et dedans tu vois la forme d'un coup de poing américain. Et je me retrouve assis avec 2 énormes Martiniquais dans une toute petite pièce qui me demandent qu'est-ce que je fous avec un coup de poing américain dans un aéroport. Et j'ai cru qu'ils allaient pas me laisser repartir. En gros, ils m'ont interrogé pendant 15 minutes, ils m'ont demandé bah voilà, en gros, qu'est-ce que je foutais avec ça, c'est quoi l'objectif? Bah moi j'ai dit c'est pour la défense personnelle, du domicile, machin, etc. Il m'a dit bah là clairement on va pas pouvoir vous le rendre quoi, c'est pas possible. Et du coup pendant 15 minutes j'ai bien flippé et puis finalement ils m'ont relâché, ils m'ont dit c'est bon. Mais je pense qu'aujourd'hui quand j'arrive dans les aéroports, tu sais, il doit y avoir des petites notifs, des petits signalements de trucs, tu vois. Et voilà, bref, anecdote du coup, je me suis fait contrôler à la frontière avec un putain de coup de poing américain. Ah putain ouais, mais c'est marrant parce que enfin tu t'es pas fait contrôler en France. Du coup, il est passé. Du coup, en France, je l'avais mis dans la soute à bagages. La soute à bagages, tu sais, la valise, ils l'analysent pas, quoi. Tu peux mettre n'importe quoi. Et là, au retour, j'ai eu le malheur de le mettre. Et voilà. D'accord, ok. Et putain, ouais, vous avez pu prendre votre vol normalement? Ouais, bah du coup, c'est bon. Mais il y a eu 15 minutes de flottement où je te dis, je me retrouve dans une petite cabine avec deux putains de douaniers. Ouais, mais vous auriez pu ne pas louper votre avion en fait. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, complètement. Et puis, ils ont été cool au final. Et puis peut-être qu'ils auraient pu me mettre une amende, je sais pas du tout. Du coup, je pense qu'au coup de poing américain, t'as le droit de te trimballer avec, mais peut-être pas dans un aéroport, quoi, tu vois. Et encore, je sais même pas. Tu viens de dire que les armes de poing, t'as pas le droit, donc c'est une arme de poing.
Arme de poing, bah, c'est pistolet, tu sais, c'est... Ah, donc c'est quand même avec des balles. Oui. Ah, ok. Une arme à feu, quoi. Une arme à feu, d'accord, ok. Ça, c'est des armes blanches. Ah oui, pardon, excuse-moi, autant pour moi. Ouais, je suis pas en forme. Mais après, arme blanche, doit y avoir une réglementation aussi. Bon, je suis pas au fait, là. Bah, si vraiment tu butes un mec avec ou tu blesses quelqu'un avec, il faut vraiment, je crois, justifier pourquoi tu l'avais sur toi, quoi. Parce que sinon, ça pue quand même la préméditation de ça. Même si tu défends ta femme, tu te fais agresser dans la rue, si t'as un couteau sur toi, je crois que c'est chaud quand même. D'ailleurs, ça me fait penser, pendant les émeutes, là, il y a un... Je sais pas si t'as vu, il y a un mec qui a défendu sa propriété et sa famille avec une épée. Oui, il est génial, ce gars. Il se fait défoncer son garage en plein centre de Paris. Il descend parce qu'il habite au-dessus. Et c'est un escrimeur, je crois. C'est un escrimeur, un passionné d'épée. Il est un collectionneur et un escrimeur. Donc il a une collection d'épées. Et du coup, il descend avec une épée de la Renaissance ou de je sais pas quelle époque. Et il fume un mec avec. Enfin, il le tape avec, quoi. Tu sais, avec le dos de l'épée, je crois. Et les gars lui disent... Et alors, très drôle parce que dans le reportage, il dit... et le gars me dit, mais on te retrouvera, on sait où t'habites. Et là, le mec, il dit, bah oui, connard, t'es chez moi. Et il a fait fuir 4 mecs avec une épée. C'est génial. C'est génial. C'est un mec de 50 piges en plus. C'est un mec de 50 piges. Ouais, magnifique. Comme on n'en fait plus. Bah oui. Voilà. Comme quoi, il n'y a pas besoin de faire des vrais... Enfin, tu peux faire de l'escrime, ça, je pense que ça te forge déjà un bon... Parce que tu te prends des coups à l'escrime. Je pense que l'escrime, tu te prends des petits bleus bien sympas sur le corps. Hein. Je sais pas, j'ai jamais vu, je me suis jamais intéressé à l'escrime, mais je pense que ça doit être un sport assez... qui doit t'endurcir aussi, je pense. Ouais, en termes en tout cas de rapidité des réflexes, ouais, là, t'es vif, quoi. Ouais, t'es vif. T'es obligé d'être vif, tout va très vite. Je me rappelle, tiens, on va voir en plus le JO, là, les épreuves d'escrime. Ouais. Mais du coup, pour revenir sur le port d'armes, toi, tu penses que c'est pas une bonne idée en France ? Sur quoi, le port d'armes ? Ouais, du coup, je reviens sur ton débat. Non, je pense pas que ça soit une bonne idée, ou alors il faut que ça soit ultra contrôlé, tu vois. Ouais. Ça peut être une bonne idée si c'est très encadré, si on met les moyens d'encadrer les gens, mais on met pas de moyens pour pour encadrer nos étrangers. Quels moyens on mettrait pour encadrer tu vois, le port d'armes, ça partirait en couille en fait, donc ça sert à rien. Ah bah non, mais là, si tu mets le port d'armes, laisse tomber, c'est la guerre civile. Les mecs... c'est la porte ouverte à toutes les... Après, si je me fais le défenseur des ports d'armes, du coup, pour faire un peu de débat, eux, ils vont me dire, bah du coup, c'est que les méchants qui ont des armes. Parce que le mec le trafiquant ou le mec qui veut vraiment faire du mal, qui veut faire un attentat ou un truc, lui, il peut se démerder via son réseau pour avoir des armes. Mais ça veut dire que toi et moi, si on veut défendre demain, lorsqu'il y a un attentat, comme il y a eu au Bataclan, il y a plein de mecs qui disent, si les gens avaient été armés au Bataclan, s'il y avait un mec qui avait eu un gun sur lui, ou 2, ou 3, ou 4, bah en fait, fin de l'histoire, tu vois. Donc t'as aussi ce contre-argument-là qui est, ça veut dire que tu laisses les armes que aux méchants et à la police, mais le temps que la police arrive, souvent ça suffit pas, quoi. Ah oui, tu veux dire, si tu réglementes trop, si tu laisses le port d'armes mais que tu réglementes trop, au final, il y aurait que les méchants qui auraient des armes. C'est ça. Bah, en gros, les mecs te disent aux États-Unis, nous on veut le port d'armes parce qu'on veut pas qu'il y ait que les méchants qui aient des armes, on veut aussi que le bon père de famille puisse avoir une arme chez lui pour se défendre, tu vois. T'as ça aussi comme argument. Et puis je crois qu'il y a aussi vu qu'aux États-Unis, ils ont pas envie un jour qu'il y ait un régime totalitaire, ils se disent que si tous les habitants ont une arme, c'est impossible demain que tu vois, un politique prenne le pouvoir de façon abusive, parce qu'en fait, individuellement, chaque famille et chaque ville, chaque village est capable de se réunir et d'être un peu... de faire entendre sa voix, quoi. Donc voilà, je donne juste les contre-arguments à tout ça, quoi. Ouais, du coup, ça rendrait difficile un coup d'État ou un truc... Après, à côté, l'argument qui va dans ton sens, c'est... putain, quand tu vois le nombre de tueries de masse qu'il y a aux États-Unis, dans les écoles en plus, le pire c'est dans les écoles, quoi. Les mecs qui vont tuer dans les écoles. Ou les gamins, tu sais, les collégiens qui prennent l'arme de leurs parents et qui vont dans l'école et qui se la font en mode Call of Duty. Ouais, non, ça se tient. Après, moi, je t'avoue, j'ai pas d'avis tranché là-dessus. Bah, est-ce que la solution serait pas de rendre ça très cher et très difficile à... Enfin, c'est déjà très difficile à avoir et c'est déjà cher en soi d'avoir une arme chez soi. Donc en fait, c'est déjà peut-être pas mal. Hein. Mais je crois que c'est déjà un peu le cas. Ouais.
C'est ultra réglementé, comme je l'avais dit avant. Et c'est ça. en fait, tu peux avoir une arme chez toi, là, tu disais, tu as le droit d'avoir une arme chez toi, il faut juste avoir tous les permis. Le permis de chasse, du coup, tu as le droit d'avoir un fusil de chasse. Donc, fusil de chasse, bon, il y a mieux, mais c'est déjà mieux que rien. Mais il faut apprendre des races de canards et des races de gibier par cœur. C'est pas si compliqué que ça, mais moi, je t'avoue que j'ai essayé de le passer le permis de chasse, j'ai fait la formation pratique. Et après, à partir du moment où il a fallu me mettre dans le livret et apprendre des races d'oiseaux et des races de canards, en soi, c'est trop bien, parce qu'en fait, normalement, on devrait tous connaître des races de canards et des races d'oiseaux, à commencer par les écolos qui ouvrent leur gueule sur la nature tout le temps et qui connaissent pas la différence entre deux types de canards, tu vois. Mais, donc il faudrait, mais putain, c'est c'est pénible à apprendre. Quand tu t'en sers pas dans les tous les jours. On a prévu une excursion. Ouais. On s'est prévu une petite excursion en campagne. On va faire un petit bivouac, bushcraft. Et à ce moment-là, on en profitera pour avoir le calme de la forêt, de la nature, pour faire un peu d'enseignement. Faire un peu de topographie et puis un peu d'écoute. Ça, c'est un canard. Oui, mais mec, tu vois, là, c'est le mec que je suivais, là, Matt Pna. C'était ça, en fait. Il déconnait, mais en réalité, dans ses vidéos, il s'arrêtait, il entendait un oiseau. Ok, ça, c'est un merle noir. Putain. Donc le merle noir, machin, il t'explique pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fout là, quel impact il a dans la forêt, etc. Et en fait, à chaque fois, il y avait une putain d'explication. Tu vois, il siffle de cette façon-là, pour ci, pour ça. Donc en fait, il faut s'y intéresser et il faut se passionner pour ça. Ouais, c'est clair. Si véritablement tu te soucies de ta nature et de ton environnement, alors dans ces cas-là, passionne-toi pour ça. Puisque c'est clair. Marquis, il voit un oiseau, il sait direct ce que c'est. Et je sais pas s'il est capable de l'entendre et de savoir ce que c'est. Par contre, dès qu'il voit un aigle, un truc, il me dit tiens, ça c'est un machin. Je lui dis ok. Pourquoi pas. Mais trop bien, franchement, trop bien. Donc ça, c'est le permis de chasse pour avoir un fusil chez soi. Et après, le permis de tir, donc on a un pote qui l'a en commun, John, là. Et alors, lui, il m'a dit, il a fait 6 mois. En gros, tu as des listes d'attente aujourd'hui dans les clubs de tir. Des listes d'attente longues comme le bras. Donc, en attendant, il te file un pistolet à plomb et pendant 6 mois, tu dois te mettre une putain d'autodiscipline et aller faire du pistolet à plomb toutes les semaines. Et un jour, ils vont te dire, ça fait un moment qu'on te voit venir. Donc, allez, viens, on va te donner un vrai truc. Et puis ensuite, tu rentres dans le club de tir. Mais pas facile, quoi. C'est-à-dire que toutes les semaines, tu arrives à te mettre une autodiscipline, d'aller tirer au pistolet à plomb, machin. Mec, on avait un sergent, un chef à l'armée qui avait le permis de port d'armes. Et le mec, il avait des fusils d'assaut chez lui. Ouais, voilà. Alors après, je sais pas s'il a le droit ou pas, mais il se ramenait sur les pas de tir militaires avec ses armes à lui. Okay. Et il faisait tirer les mecs. Avec des putains de fusils, trop tu vois, bien. Des trucs... c'est... Après, voilà, chez toi, t'as des fusils chez toi, quoi. Des trucs, des armes de... Trop bien. Hein. Fusils d'assaut. Trop bien. Après, du coup, tu peux aller faire du tir dans les pays de l'Est comme on a fait pour mon EVG, là, comme vous m'avez organisé. C'était trop bien. Tes pays de l'Est, du coup, tu peux aller tirer. Et puis, il y a la réserve. Après, la réserve te donne pas le permis d'avoir une arme chez toi. Par contre, au moins, t'apprends à tirer. Donc, moi, ça m'intéresse là-dessus. Et au moins, t'as une dynamique, tu sais, t'as d'autres gens qui apprennent en même temps que toi. Enfin, c'est pas comme si tu vas dans un club de tir tout seul, tirer au pistolet à plomb. C'est beaucoup plus dur, je trouve, de se mettre une autodiscipline. Sinon, j'ai déjà cherché partout sur Google. J'ai cherché stage pour apprendre à tirer. Truc d'une semaine intensive, tu vois. Ça, j'aurais bien aimé, tu vois. Qu'il y a un truc qui existe comme ça. Mais non, tous les stages, c'est réservé soit aux policiers, aux forces spéciales, tout ça, tu vois, t'as plein de stages qui existent. Un peu comme, tu sais, Eric et Ramsey, le documentaire où ils vont faire un stage dans les forces spéciales. T'as plein de trucs qui existent comme ça, mais c'est pas pour toi et moi, quoi. Enfin, pour toi, peut-être, en tant qu'ancien militaire, si, mais... tu vois, toi, en tant que réserviste, quand tu seras réserviste, je pense que déjà, ça t'ouvrira plus de portes dans ces lieux. Ce genre de groupe. T'arrives, tu dis voilà, moi je suis réserviste, ils se voient que t'es pas un noob qui a juste tiré à Prague ou je sais pas où. Le mec, parce que tu passes un CATI, je crois, un certificat d'aptitude au tir. Donc c'est quelque chose qui est homologué à l'armée, donc c'est une bonne chose. Après, Parce que, est-ce que tu es d'accord... Dans quelle mesure ça pourrait nous servir c'est exactement ce que j'allais te demander, j'allais te dire, mais est-ce que tu es comme moi, est-ce que tu penses que tout le monde devrait, tous les mecs devraient, au moins les mecs, alors après encore une fois on va dire macho, machin, mais il y a quand même un moment où, après... une gonzesse c'est la cuisine, hein. J'arrête. Non, bon, j'ai la flemme, là franchement je suis trop fatigué pour faire une explication de pourquoi est-ce que pour moi ce serait au mec. Bref, à mon avis, il faudrait que des gens...
Globalement, sachent tirer. Qu'il y ait plus de gens qui sachent tirer, tu vois. T'en penses quoi, toi? Tu penses qu'il y a que les gens devraient apprendre à tirer? Est-ce que ce serait... En fait, globalement, les compétences martiales pour un homme me paraissent très importantes. Et le service militaire, du coup, t'en as parlé dans un réel récemment, je crois. Et non, dans une story avant-hier ou hier. Et voilà, pour moi, le service militaire là-dessus est important parce que t'avais les compétences martiales, t'apprenais je pense, un minimum d'arts martiaux et t'apprenais à tirer. Pour moi, les compétences martiales, c'est un homme, c'est son rôle de savoir ça, un minimum. C'est ma vision, après, je sais pas toi ce que t'en penses, mais... Ouais, je suis d'accord, hein, globalement je suis d'accord. Maintenant, il y a deux visions. Il y a la vision humaniste qui te dit, bah non, mais les gars, peace and love, en fait, personne ne devrait avoir à tirer, on devrait tous vivre en communion, et en fait, moi, c'est ce dont je rêve, au final, tu vois. C'est vraiment ce... Mais la vie, c'est pas un kiwi. Je veux dire, on a construit notre monde et les civilisations sont construites sur des putains de guerres et des tueries de masse, parfois des génocides. Faut arrêter de rêver. Faut arrêter de rêver. Donc, effectivement, dans ce cas précis, oui, il est préférable que même chaque homme, chaque femme, sache manier une arme, en fait. Parce que, bah, on ne sait jamais, toutes les guerres qu'il y a eu, il y a juste à regarder l'histoire. Il y a juste à regarder l'histoire. Et je pense que on n'est pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. Regarde, ça se passe en Ukraine, ça se passe en Europe, là. En Europe, il y a des mecs qui se tirent dessus, il y a des mecs qui sont mobilisés. Donc, c'est ça, exactement. Bah, pour répondre du coup à ta question qui était, mais alors du coup, aujourd'hui, à quoi ça peut servir? Pour moi, ça peut servir si demain t'es appelé, tu débarques pas en gros débutant de merde, genre tu sais pas tirer, t'as jamais fait un truc d'art martial, t'as jamais rien fait de rustique. Je veux dire, le Pékin moyen, le français moyen aujourd'hui, il arrive, il y a une guerre demain, il est absolument pas préparé à rien du tout, quoi. Donc, que ce soit en termes de conditions physiques, d'art martial, de tir. Donc, pour moi, il y a ça. C'est si un jour si un jour il y a besoin d'être en capacité d'être pas trop une merde, tu vois. Et puis après, t'as toujours la théorie un peu de l'effondrement, où si demain vraiment pour X ou Y raison, demain, l'État se fait renverser, c'est un peu la guerre civile pendant un an, ce qui peut aussi très bien arriver, d'être un minimum capable de défendre son foyer et de... Comme tu l'as dit, il y a plein de moments dans l'histoire, c'est cyclique, où il y a des besoins. Donc en fait, je trouve ça con de se baser uniquement sur le cycle sur lequel nous on est. Nous, ça fait depuis un peu moins d'un siècle qu'il n'y a pas de guerre et qu'on est très bien et qu'il n'y a pas les bottes des mecs en bottes qui viennent taper à nos portes, mais... c'est des cycles, donc comme tu viens très bien de le dire, à mon avis, il faut être un minimum prêt à tout, quoi. Ce qui n'empêche pas à côté de lire des bouquins et de chercher des solutions pour qu'il y ait la paix et de créer la paix autour de soi. Hein. Bah, c'est clair, oui, bien sûr. Après, comme on dit, hein, qui veut la paix prépare la guerre. Donc, exactement. Bon, pour finir sur une... Non, mais putain, elle est trop bien cette phrase, quoi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça. Parce que souvent, les mecs qui prônent la paix sans se donner les moyens de la faire, c'est des mecs qui vont après se réfugier derrière le plus fort. Donc généralement, les plus gros pacifistes, les plus machins, quand t'as une armée qui prend le pouvoir, même si c'est des salauds, ils vont se ranger derrière bien comme il faut parce qu'ils ont peur de se faire taper. Donc ouais, je suis assez d'accord avec cette phrase. C'est l'autonomie du coup. Puis tu sais que je trouve que c'est l'autonomie originelle. Je veux dire, tu sais te défendre, tu sais te battre. Oui, contre un groupe de 15, tu feras rien, mais c'est la base, tu vois. Ce qui est marrant, tu vois, c'est que mon cousin qui a 40 ans et qui est toujours un peu baigné là-dedans, il nous dirait que là, on enfonce complètement des portes ouvertes et que c'est juste devenir un adulte. Et il y a plein de mecs, je pense, qui pensent comme ça, qui se disent, mais ils sont en train d'enfoncer des portes ouvertes et dire tout, mais en fait, tellement pas, quoi. Aujourd'hui, en France, c'est pas du tout une porte ouverte de dire ça, et c'est au contraire... il y a plein de gens, comme dirait Orelsan, vous n'avez pas les bases, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai vu un Reels de la menace qui disait dans les pays de l'Est, tel truc, c'est normal, alors qu'en France, ça paraît extraordinaire, mais dans les pays de l'Est, c'est normal que les hommes fassent ça, quoi. Là, c'est un peu pareil. Bah oui, il suffit de... Après, tu regardes la télé et t'as l'idée de ce que pensent les gens, globalement. Donc ça va être beaucoup de... Tu penses que la télé, elle reflète ce que pensent les gens ?
Bah non, mais elles font penser les gens. Enfin, oui, d'accord, ok. C'est le prêt-à-penser. Ouais. C'est le prêt-à-penser, surtout en politique, je pense. Bien sûr. Typiquement, moi, quand j'avais pas trop j'avais pas trop d'idées sur la politique, je m'y intéressais pas. Mes seules convictions venaient de la télé et de ce que j'entendais, donc typiquement dans le petit journal, les choses comme ça, quotidien, tu vois. Et beaucoup de gens, c'est la majorité des gens, ça va être ça. Ça va être BFM, CNews. Donc ouais, je pense. Après, maintenant, il y a YouTube. Mais pareil, tu vois, ça devient ultra contrôlé. Dès que t'es un peu border, tu te fais sauter ta chaîne. Donc au final, c'est pas avec un épisode comme celui d'aujourd'hui que YouTube va mettre en avant le podcast, quoi. Ça, c'est clair et net. Ouais. Bon, de toute façon, il a jamais été mis en avant. Oui, mais bon, du coup, c'est marrant. L'épisode le plus écouté, c'est celui où on parle de rap, quoi. Tu vois, donc finalement, dès que l'épisode il va dans la direction artistique de YouTube, et c'est bon, ça passe, quoi. Mais dès que ça sort un peu, je pense que globalement. Mais oui. Bah après, eux, ils ont des logiques de sponsor, c'est toujours pareil, quoi. Vu qu'ils veulent être sponsorisés, il faut qu'il y ait que des sujets un peu peace and love qui soient abordés, parce que c'est ça qui fait vendre, quoi. C'est clair que si tu commences à parler de trucs violents, etc., les sponsors, ils veulent plus venir après. Donc bon, ils sont obligés de se maintenir sur une certaine ligne éditoriale. Et nous, c'est un peu pareil, finalement. Là, on est sur YouTube, donc on peut pas dire ce qu'on veut. Donc il faut quand même, à un moment, se conformer aux règles de YouTube. Mais en fait, moi, je le critique pas, ça, c'est normal. Hein. À un moment, t'as des sponsors, s'ils ont pas envie de sponsoriser une vidéo où un mec tire à l'Air-15 sur un mannequin ou je sais pas quoi, enfin, c'est normal, quoi. Il y a un moment, si t'es pas content, tu crées ton YouTube à toi et tu diffuses sur ton site, et voilà, c'est toujours pareil, quoi. Ouais, bah c'est ce qu'ils font, hein, du coup. Ouais, c'est clair. Les mecs qui se barrent, ils vont sur Patreon ou je sais pas quoi. C'est clair. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à aborder Est-ce qu'il n'y a pas un classique qui vient de sortir au cinéma, là, qu'on a regardé tous les deux, là? Parce que pour moi, c'est dans mon top 5 meilleurs films. Ah, mec, on peut parler du Comte de Monte Cristo, ouais. Avec Pierre Ninet, ouais. Magnifique, j'ai kiffé, Canel, on a kiffé, on est allé... Une vraie claque, hein. C'était... grosse claque, ça faisait longtemps que j'avais pas senti ça au cinéma, des émotions, et voilà, tu vois, de la poésie, de la virilité... de la douceur, du coup, aussi, de l'amour, de la séduction, de la machin, enfin, Voilà, c'était beaucoup dans la vengeance aussi. Bah, je trouve que justement, t'as un peu tous les trucs qui sont abordés. T'as la vengeance, le pardon, l'amour, et puis la jalousie, la tromperie, la relation secrète, la relation interdite. T'as tous les biais un peu, tu sais, psychologiques qui sont abordés. T'as même là un peu, je trouve, la quête du... Comment on dit, le syndrome de l'objet brillant un peu, puisqu'il y a un moment, il y a quand même le truc de je vais trouver un trésor et me refaire. Il y a le truc de la résilience où le mec, pendant 10 ans, il doit creuser. En fait, il y a... vraiment... Alors bon, du coup, là-dessus, c'est le romancier à la base qui a tout le mérite, mais c'est vrai que ça aborde toutes les facettes de l'humanité, quasiment, quoi. Ouais, mais c'est ça, quand tu dis la résilience, quand il creuse son trou, ensuite, la discipline de devenir un espèce de super-héros presque, tu sais, pour être sûr de dominer son adversaire. Donc il développe des compétences martiales, des compétences de langage, c'est magnifique. Ouais. Et je trouve que, à mon avis, le roman doit vraiment être exceptionnel. Tu vois, tu lis ça et tu dois vraiment passer un beau moment. Bah, ça m'a donné envie de regarder le roman. Là, c'est quoi ? C'est un 10e du roman, là, ce que tu as vu. Tu vois, je pense que rien que le passage dans la prison, là, sur l'île, il a dû être développé, ça, c'est bien étayé. Tu sais, tu dois vraiment ressentir un truc de fou. Et puis alors, quand il sort, et pareil, toute la préparation et tout, je pense que si tu lis le roman avant le film, t'as un peu les boules. Ouais. Mais, moi, j'avais lu le roman jusqu'au moment où il est en prison. Et jusqu'au moment où il commence à creuser, et parce que je me rappelais pas si je l'avais lu, et je pense que ça fait partie de ces romans-là, Notre-Dame de Paris aussi, c'est tous des romans que j'ai commencé, mais qui sont quand même très longs, et justement, à l'époque, j'avais pas le goût de la lecture, et je l'ai toujours pas aujourd'hui, malheureusement,
Et donc je suis allé jusque ce passage de la prison, tu vois. Et je suis pas allé après, donc j'étais content parce que du coup je connaissais pas la suite. Ouais, moi je pense que je vais le redécouvrir. Ouais. Mais c'est vrai que c'est long à lire, quoi. C'est des trucs. Mais en vrai, t'apprends tellement de choses et je pense que c'est tellement. Ouais, ça reflète tellement plein de facettes de l'humanité que c'est trop bien. Ça. Non, et puis c'est bien joué, c'est bien tourné. Comme tu viens de le dire, il y a un plan à un moment où justement c'est vraiment en mode super-héros. Et ils mettent d'ailleurs une musique de super-héros. C'est la première fois où il revient dans la salle, il se fait élire, tu sais, il a une sorte de légion d'honneur, le mec qui manque un œil, là du coup j'ai pas les noms des personnages, mais il y a un moment il se fait remettre une légion d'honneur, et t'as le comte de Monte Cristo qui revient un peu en secret pour espionner, et quand il repart dans l'escalier, t'as tout un plan où il a une espèce de cape qui est pris un peu par en bas, et t'as une musique de super-héros, quoi. Et vraiment c'est en mode Batman, tu sais, qui repart un peu furtivement, c'est vraiment les codes du super-héros. Enfin, c'est Bruce Wayne, quoi. C'est eux qui ont inventé les codes du super-héros. Dans sa grande demeure. Bruce Wayne a inspiré, de toute façon, ce genre de roman a inspiré plein de trucs derrière, quoi. Donc, c'est sûr. Ouais. Pierre Ninet, incroyable. Dans le genre, ça m'avait rappelé l'homme au masque de fer, un truc comme ça. Il faudrait que je revoie aussi, parce que c'est un peu le même style, tu vois. C'est un mec qu'on a brisé et qui demande qu'à se venger et qu'à réparer son tort, tu vois. C'est stylé. Ça donne la niaque, en fait. Ouais. T'as la dalle. Après, tu peux pas être là... forcément, ça te vend du rêve. Si ça te vend pas du rêve, c'est que t'es pas un garçon. Non, mais là, c'est vraiment un truc magnifique. C'est stylé. Et à la fois un peu triste, forcément. Et je m'attendais à ce que la fin soit... Ouais, voilà, je m'attendais à ce que la fin soit plus triste, du coup. Et il y a plein de moments, moi, les 10 dernières minutes ou les 15 dernières minutes, à chaque fois, j'ai l'impression que ça va être la fin, quoi. Et non, en fait, derrière, ils reviennent et ils remettent une fin encore mieux que ce que je pensais. Et il y a du rythme, tout le temps, tu t'ennuies pas, il y a du rythme, c'est un truc de fou, comme il y a du rythme. C'est subtil, t'as des dialogues trop bien. Moi, j'aime beaucoup le dialogue où il parle avec son ex, du coup, et où elle lui dit, mais il parle au conditionnel. C'est vraiment, mais et si cette fille vous pardonnait, et si cette fille vous la pardonniez, et ils sont vraiment dans un truc hyper subtil. Enfin, et je pense que Pierre Ninet est pour beaucoup dans la réussite du film parce qu'il joue vraiment bien, ce mec. Franchement, il est incroyable. Ouais, il est vraiment chaud. Ouais. Ça, c'est vrai. Ouais, il est chouette. Et puis même les autres acteurs, ils jouent bien aussi. Hein. Franchement, tout le monde joue super bien. Hein. Ouais, plus de films comme ça, si vous voulez. Ah, mais de ouf. Et la bande-annonce, nous, juste avant le film, on a eu la publicité pour une espèce de comédie, là, mais... Ah, mais nous aussi, on avait... Ah non, mais moi aussi, là... Il y a une comédie avec deux blacks, là. Elle est incroyable. Le trailer est à chier. Enfin, c'est nul. Enfin, tu sens que ça va être le navet de... Non, mais nous, on a vu... on a encore vu un truc, une pub passer. Déjà, t'arrives au cinéma, tu payes ta place, tu te tapes 10 minutes de pub. Je comprends pas. Ah, t'es en mode YouTube. Moi, j'ai pris YouTube payant, je veux pas de pub. Mec, je sais pas. Ah, mais t'as raison. En plus, tu bouffes de la pub grand écran et tu peux pas la zapper, tu vois. Tu peux pas zapper, tu peux pas couper le son. T'es obligé de la regarder, quoi. Donc oui, ça m'a un peu vénère. Mais bref, ce qui m'a encore plus... bon, ça m'a pas énervé, mais je me suis dit, putain, une espèce de comédie, là, où c'est des gangsters, je crois, ou des mecs du cartel. Et un des mecs du cartel, en fait, veut devenir une femme, ou je sais pas quoi. Je dis, putain, les gars... C'est bon, les gars, arrêtez là. Qu'est-ce que tu me racontes du cartel. Qu'est-ce que tu me racontes, gros. Et les mecs, ils sont à fond. Putain, ça m'a saoulé. Mais heureusement que le film. Le mec du cartel qui veut devenir une femme. Oh, j'en ai marre, putain, il me fatigue. Mais gros, mais c'est vrai. Tu vois, et avec Anaël, on s'est regardé, tu vois, on a rigolé. On a dit, mais c'est pas vrai, mais de partout, en fait, de partout, de plus... Genre, en fait, putain, mais mec, je veux pas devenir une femme, je suis bizarre. C'est comment ça? Là, c'est pareil, la comédie avec les deux Renois, là, c'était un truc genre, le mec, il arrive en France, il sait à peine parler français, du coup, il a... Enfin, c'est pareil, c'est très bisounours, voilà. Tu sens que... Enfin, en fait, tu sens qu'il y a très peu de... tu sens qu'il y a très peu de réflexion artistique, c'est une promotion, quoi. C'est vraiment un spot publicitaire d'1h30 que tu vas te prendre dans la gueule. Et tu te dis que ça, c'est financé avec une partie de nos impôts, ça, c'est hallucinant. Alors qu'à côté, là, en ce moment, j'écoute des podcasts, j'écoute notamment, tu sais, Oussama Ammar, il a investi dans le domaine d'Albion, c'est un domaine... c'est de l'hôtellerie de luxe.
Et il a co-investi, enfin il est je crois qu'il est copropriétaire du domaine d'Agnon, voilà. Et le mec qui est copropriétaire avec lui disait, mais moi c'est incroyable aujourd'hui pour le projet que j'ai, qui est de remettre à neuf un domaine historique, c'est du patrimoine, pour proposer de l'hôtellerie de luxe, je crois que c'est en Normandie, si je dis pas de bêtises, pour faire venir donc une clientèle de luxe en Normandie, etc. Il est à zéro aide de l'État. Au contraire, l'État le fait chier, les collectivités le font chier. Dès qu'il veut toucher, évidemment, au moindre truc de l'hôtel, au moindre machin, il n'y a personne qui comprend le projet. Et je me disais, c'est marrant, tu vois, c'était avant d'aller au cinéma, je me disais, c'est fou, il y a des films pourris qui sont promotionnés à coût de dizaines, de centaines de milliers d'euros par le CNC et par nos impôts. Et à côté de ça, tu as des projets qui valent des milliards de fois le coût, où les mecs ont zéro aide, quoi. Voire même les collectivités, l'État leur met des bâtons dans les roues, quoi. Donc ça me tue. Je pense pas que l'État devrait financer des films, ou très peu, quoi, tu vois. Mais c'est... Le comte de Monte Cristo, oui, financé. Il y a pas de souci, pourquoi ? Parce que c'est du patrimoine, encore une fois. Là, c'est le rôle de l'État de protéger le patrimoine, il n'y a pas de souci, mais... De faire la promotion d'une idéologie, par contre, non. Ça, je pense que c'est pas le rôle de l'État. Chacun, après, finance sa propre idéologie. Voilà. Tu vas chercher des actionnaires privés, et voilà. Tiens, parfaite transition pour une question, et je pense que ce sera la dernière. Je suis tombé sur un spot de Macron qui répondait à une question d'un utilisateur d'Instagram, je crois, un truc comme ça. Ça part mal déjà. Donc la question c'était où aimez-vous partir en vacances, tu vois. Et le mec, il te cite genre 15, 20 villes, mais qui sont pas en France. Genre aucune ville de France, que des villes d'Europe, mais presque rien en France, quoi. Et je me dis que... je sais pas, voilà, débat ouvert, qu'est-ce que t'en penses ? Mais alors, je crois qu'il a une villa secondaire, enfin, il a une maison secondaire, enfin, il a une maison de vacances en France, Macron, donc juste pour compléter ça, et après on en parle, il est au Touquet Paris-Plage, dans le Pas-de-Calais, il a un truc là-bas. Mais oui, mais parce que... Mais oui, mais pas... Voilà. Après, ça m'énerve après, ouais. Ce mec n'aime pas la France, il aime c'est pas un passionné de la France, c'est pas un... Ouais. Et d'ailleurs, le mec fait partie des gens qui... Donc lui, à la fois, il se la joue à la fois un peu patriote, je protège la France, à la fois un peu écolo, et là, tu me dis qu'il répond aux 20 villes qui sont pas en France. Enfin, c'est aberrant, en fait. C'est aberrant. T'es influenceur, quelque part, hein. C'est un peu un influenceur, Macron, quand même. C'est le principal influenceur de France, même. C'est aberrant pour Ouais, c'est aberrant, mais je pense ouais, c'est ça, il se rêve président de l'Europe, tu vois. Enfin, il se rêve... C'est pour ça, c'est pareil, c'est de la promotion de son idéologie à lui, tu vois. Il veut une Europe fédérale, donc là, il te cite que des villes d'Europe. C'est en Europe, les villes qu'il a citées ou... Oui, c'est que en Europe. Ah, c'est que des villes d'Europe. Ouais, la vieille action de com' à 2 balles, quoi. Mais ouais, tu vois, c'est ça. Voilà. Donc, ok... tu sens qu'il veut faire de la com, mais c'est maladroit. Mais de toute façon, c'est toute la politique française aujourd'hui, la communication elle est dégueulasse, quoi. Il y a pas un mec qui sait faire de la com correctement, et Macron, c'est terrible, quoi. Ah d'accord, il cite que des villes d'Europe, ouais, donc il a dû avoir une agence de com qui l'a briefé, voilà les questions qu'on va te donner, truc, et lui il s'est dit, tiens, je vais citer des villes d'Europe. Ouais, des villes d'Europe et surtout des paysages d'Europe. Donc il définissait bien tous les paysages, toutes les villes, les endroits dans les villes. Oui, j'adore me promener dans cette ruelle de Rome. Ensuite, passer du temps sur la plage de je sais pas quoi en Ukraine. et ouais, mais je trouve qu'elle est pas trop mal faite, sa com, hein, parce que ça fonctionne. Je veux dire, mais quand il... Après, il copie les États-Unis. Enfin, il copie ce qui se fait... aux États-Unis, je pense. Mais quand tu regardes le site Instagram, etc., quand il se met en avant en faisant de la boxe, des choses comme ça, j'ai l'impression que
C'est plutôt travailler. Après, moi, je suis pas un professionnel. C'est toi le. Disons que c'est toujours pareil. En termes d'intention de vote, t'as quoi ? En fait, quand tu enlèves l'abstention, je crois que t'as même pas 10% des Français qui ont voté pour lui, en fait. Donc, du coup, factuellement, statistiquement, non, ça marche pas, quoi. Et dans les 10%, combien n'ont pas voté pour lui, là, aux dernières élections ? Enfin, c'est poussif, hein, franchement. Non, les mecs qui sont très bons en com, t'avais Tapi, t'as Trump, t'as Obama, je pense qu'Obama, on peut dire qu'il était bon en com. Après, c'est pareil. Bon, bref. Après, il faut voir... Enfin, ouais. Après, c'est facile d'être bon en com quand t'as des méga budgets, parce que t'es soutenu par des puissants, etc. Voilà. Mais... Macron, il a pas un putain de budget. Si, bien sûr. Non, mais si, bien sûr. Mais ouais, je le trouve pas... Non, moi, je trouve pas qu'il soit hyper bon en com. Enfin, c'est... Non. Factuellement, statistiquement, si t'enlèves des abstentionnistes, tu vois, t'as que 10% de... Je crois que... Il faudrait fact-checker aussi, mais je crois que t'as que 10% de Français qui ont voté pour lui, donc à la fin, ça marche pas de ouf. Hein. Mais le coup où il est passé chez McFly et Carlito, typiquement, je sais pas, je suis partagé là-dessus. D'un côté, je me dis, il a nui à son image présidentielle, et d'un côté, pour toucher les jeunes, c'était peut-être pas mal, tu vois, je sais pas, je suis partagé là-dessus. Mais les jeunes, ils votent pas, non ? Oui, en plus, c'est pas le public qui vote le plus. Non, par contre, il est bon, oui, alors voilà, c'est ça, c'est que dans les 10%, il y a quand même, on va pas se le cacher, une majorité de retraités et de personnes de seniors, et voilà. Mais c'est la majorité de son électorat, je oui, pense, bien sûr. les petits vieux. Bien sûr, ouais, complètement. Donc, les petits vieux qui ont peur de la guerre et qui... typiquement. Qui ont peur de un peu tout, hein, d'ailleurs. Mais... Qui ont peur de tout, Donc, ouais, je sais plus, pourquoi on parlait de ça, du coup, on parlait de ça pour... Tu sais, Macron, il a fait une... Ah oui, les destinations, un coup publicitaire, les destinations de rêve. Ouais. Après, ça dépend qui il cible, parce que c'est vrai que s'il se la joue un peu trop cocorico, ça peut passer vite fait pour un ringard, alors que lui, il veut passer pour un mec branché, machin, tu vois, qui a un peu voyagé. C'est vrai que si tu cites que des trucs qu'il y a en France, ça peut vite paraître un peu ringos, tu vois. Peut-être qu'il y a ça comme volonté derrière, je sais pas, mais... Bah écoute, pour finir là-dessus et surtout finir sur une petite recommandation qui pourrait ouvrir à la réflexion sur l'Europe, si c'est une bonne ou une mauvaise chose pour la France, etc. Je propose du coup à nos auditeurs le reportage de 3 heures au nom de l'Europe. C'est un gros morceau, c'est un gros truc. Moi je pense que je vais le revoir et je vais prendre des notes surtout. Mais ça a été fait par un ancien avocat du barreau de Paris qui a financé le reportage avec des fonds privés. Ok. Et donc il y a un appel aux dons qui a été fait, etc. Parce que ça a coûté de la thune. Et voilà, en fait, il te décrit factuellement l'impact des accords entre la France et l'Europe et l'impact de l'Union européenne sur l'économie française. Et c'est très factuel. Et j'ai trouvé ça très professionnel. Si toi tu peux le voir et ensuite me dire ce que tu en penses, c'est encore mieux. Là, je le vois là. Et ensuite nous faire un retour d'ailleurs. Parce que toi, je pense que tu as quand même plus de background politique que moi et tu as peut-être des références que j'ai pas. Mais voilà. Du coup, on l'a décrié pas mal dans un épisode, mais pour compléter ton truc, Asselineau, je viens de me le mettre dans ma playlist, je le regarderai, enfin je l'écouterai. Et Asselineau, il fait du bon boulot en vrai. Il fait de la grosse documentation sur l'Europe. Alors évidemment, il a un parti pris puisqu'il est pro-Frexit, mais c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un mec qui veut sortir de l'Europe. Et lui, pour le coup, sa chaîne YouTube, elle est bien fournie aussi, donc ça peut compléter aussi. Parfait, j'irai voir. Nickel. Messieurs, dames, écoute. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Likez, partagez. Merci. Et puis, abonnez-vous, exactement. Et puis, on se voit au prochain épisode, jeudi prochain. Et il y aura un petit break, je pense, à un moment, je sais plus... non, on l'annonce dans le prochain épisode, mais il y aura un petit break estival durant le mois d'août. Et puis, on republiera à partir de septembre. Parfait. Très bonne journée, Kevin. À bientôt. Merci, François. À bientôt. Salut, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.